dire, il y a eu des morts, mais ça n'a pas servi à... Enfin, comment dire ça? Toi, tu penses que C'est pas pour rien, je veux dire. Oui, mais toi, tu penses que c'est tous unis avec ceux qui sont morts ou tous unis ensemble? Il n'y a pas de différence Non, ensemble. c'est tout, ouais, c'est pas de différence, quoi. Ceux qui sont morts, ceux qui sont encore là, quoi, c'est tous unis. C'est un ensemble, un corps, quoi. Donc moi, c'est Amar Abdrabo. J'ai 52 ans et quelques. Je suis photographe. Alors, je suis photographe, au départ, je suis photographe de presse. Bon, un photographe de presse, c'est très particulier par rapport à un photographe tout court. C'est-à-dire que je dois témoigner, je dois raconter des histoires, mon travail, c'est comme un journaliste, mais avec des photos. Donc moi, mon parcours, ça a été ça pendant très longtemps. Ça fait quasiment 30 ans que je fais de la photo de presse. Et moi, je me suis rendu compte, quand la guerre me touchait plus personnellement, notamment en Syrie, je me suis rendu compte qu'on ne parlait quasiment jamais ou très peu des civils. Des gens qui se retrouvent là-dedans. Ils n'ont pas forcément demandé à être dans la guerre. Ils sont là, ils ont des enfants, ils ont des familles. Comment on fait? Comment ils font pour... est-ce que les écoles continuent? Est-ce que les marchés sont ouverts? Est-ce qu'on peut faire la cuisine? Est-ce qu'on peut regarder la télé? Etc. Ce sont des questions que je trouvais qu'il n'y avait pas forcément des réponses dans la presse, qui s'intéressait beaucoup, encore une fois, au mouvement militaire. Et j'ai voulu, moi, m'intéresser un peu plus à ça. Effectivement, souvent, c'est la pièce la plus importante, mais c'est ça qu'on ne voit pas. Parce que c'est pas une histoire, c'est 500 000 ou 100 000 ou 50 000. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour les historiens d'en parler. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez vous arrêter à 2 ou 3 exemples et puis dire voilà une famille, comment elle était en 35, en 38, et puis comment la guerre l'affecte. Entre ce qui est détruit, entre les gens qui sont partis ailleurs, entre ceux qui sont malheureusement disparus, etc. De raconter comme ça. Alors, parfois on me dit, mais c'est un tout petit bout de la lorgnette, oui, mais c'est aussi ces histoires qui racontent des choses. Bonjour, monsieur Platevout, enchanté. Merci d'être présent aujourd'hui. Donc on avait quelques questions à vous poser à propos de l'opération Dynamo. Comment vous l'avez vécu? Comment vos parents... Alors moi je ne l'ai pas vécu personnellement, bien sûr, mais ce sont mes parents, grands-parents et toute la famille qui a vécu cette période d'histoire très marquée, très, très forte. Période dont ils ont peu parlé. Peu parlé, pourquoi, je ne sais pas. Je pense savoir pourquoi, parce qu'il y a beaucoup d'événements les gens étaient dans l'incertitude. Alors moi je m'y intéresse depuis pas mal d'années parce que je trouve que c'est un phénomène historique très fort. Et il s'est passé quand même une page d'histoire sur Dunkerque. Ce dont ils ne parlent pas, et je pense que les Dunkerquois sont un peu frustrés, c'est comment les Dunkerquois eux-mêmes ont vécu ça dans cette période d'évacuation et d'exode qui a été très douloureuse pour beaucoup. Je pense que là, il y a peut-être des souvenirs à réveiller, et les gens ont beaucoup souffert de cette évacuation. 18 mai. Une alerte sérieuse a lieu l'après-midi. Un avion ennemi piqua sur la place Jean-Bart, qu'il mitraille, m'a-t-on dit. Ce fut un sauve-qui-peut général vers les maisons voisines. Les obus sifflent et tombent sur le port et la ville. La nuit n'est qu'un duel d'artillerie. Je dors à travers tout jusqu'au matin. Quel est votre ressenti face à un bombardement, face à une arme, face à la guerre, tout simplement, quoi? C'est votre ressenti. Je sais pas, je me sentirais mal personnellement. Moi, je me sens mal. Moi, j'ai peur. Je fais partie des gens qui ont peur, donc c'est pas une partie de plaisir. C'est pas quelque chose où des gens parlent parfois d'un rush d'adrénaline ou de choses comme ça, pour dire qu'on est excité, qu'on est dans un état second. Moi, j'ai plutôt peur que la prochaine soit pour moi. Donc il y a toujours cette peur vraiment physique. Et puis quand une bombe comme ça tombe, tout le quartier tremble, quoi. Donc c'est vraiment des choses que vous ressentez dans le corps. Mais je suis là pour faire des photos. Je suis pas là pour me lamenter sur mon sort. Donc la peur est importante. Là, quand il y a bombardement, on sait que il y a des chances que la prochaine soit pour nous, mais si on ne fait rien parce qu'on est bloqué par cette peur,
bah, ça sert à rien. Même le voyage, tout ça ne sert à rien. Donc, bizarrement, c'était pas cette photo qui était la plus difficile à faire, c'était celle qu'on a vue juste avant. Celle-là. Parce que celle-là, c'est vraiment 5 heures du matin, c'est-à-dire qu'on s'endort à Bagdad en pensant... il y avait eu un ultimatum américain et tout, et on s'endort tous en disant peut-être il n'y aura pas la guerre, peut-être on verra ce qui va se passer. Donc vous vous réveillez dans cet état, moi c'était... j'avais la chair de poule, j'étais vraiment... C'est surprenant. C'est surprenant, c'est choquant, et ça peut bloquer. Le 18 mai 1940. En fin d'après-midi, la Luftwaffe bombarde le port. Puis, pour la première fois, Dunkerque-Centre, amplifiant ainsi la panique générale. De nombreux habitants évacuent à la hâte l'agglomération qui est recouverte d'une épaisse fumée noire, provenant des entrepôts pétroliers en feu à Saint-Paul-sur-Mer. La famille Platevoet a donc décidé de quitter Dunkerque. Ils partiront en 2 groupes. En train pour Florentine et Alfred, et à vélo pour Henri, Marie-Louise et Rosalie. Pour se rendre à la gare, ils marchent couverture en bandoulière et valise à la main, sous la mitraille des avions allemands. Ces avions volent si bas qu'Alfred, 10 ans alors, se souvient d'avoir observé le dessin de la croix de fer sous les ailes des avions allemands et d'avoir entendu le bruit impressionnant des sirènes des Stuka qui lui laisse encore aujourd'hui un souvenir marquant. Quand il m'a expliqué ça il y a une paire d'années, il m'expliquait qu'il avait encore le bruit de ces avions dans sa tête et pour lui c'était toujours un moment de hantise. Donc, c'est un bombardement sur Bagdad la nuit. Donc, comme je disais tout à l'heure, un photographe de presse doit donner des photos qui racontent aussi des choses, où on voit de l'information. S'il n'y a pas d'information, c'est une photo pour se faire plaisir. Et là, l'information qu'on voit, bien sûr, il y a l'explosion, le bombardement. Juste à côté, si vous regardez bien, il y a l'un des palais de Saddam Hussein, donc le dictateur à ce moment-là irakien, sur lequel il y a même des têtes, des statues. Il a fait sa tête en statue sur le palais, je vais essayer d'agrandir. Je ne sais pas si on pourra... Et ensuite, il y a aussi une autre information qui est très importante dans la photo. Est-ce que vous la voyez vous? L'explosion juste à côté, quoi. Oui, il y a 2 ou 3 explosions, ça, on les voit assez vite. La lumière. Voilà, la lumière. Il y a en pleine nuit à Bagdad, alors qu'il y a des bombardements, tous les réverbères et toutes les lumières sont allumées. Donc ça dit aussi quelque chose du fonctionnement de la ville, parce que très souvent, les villes en guerre sont plongées dans le noir. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de courant. Le 21 mai. C'est la grande alerte. Il y a 50 avions. On s'abrite dans un fossé. Les débris tombent près de nous. Il y a beaucoup de victimes dans les trains. Là, on passe à Alep. Donc là, ce que je disais tout à l'heure, le côté un peu saugrenu de l'affaire, c'est ce siège de coiffeur que quelqu'un a sorti et mis comme ça par terre. Au milieu de la rue. Plein milieu de la rue. Une rue, on voit qu'elle a été dévastée, on voit qu'il y a... Du coup, on se pose des questions, on se dit qui a pris la sortie, pourquoi etc. Et là, on est aussi dans le glauque. Il y a quelque chose dans cette photo qui est glauque, qui n'est pas agréable, qui n'est pas... Non, je disais que ça montre aussi le fait de sortir le siège qu'il manque peut-être quelqu'un, le coiffeur, ou il manque la vie, en fait, il manque les gens. Mais quelqu'un a dit ça pourrait être Dunkerque, oui, ça pourrait être Dunkerque. Ça fait penser un peu aux ruines. Si à un moment, malheureusement, je l'espère jamais, mais en tout cas c'est déjà arrivé, c'est un moment effectivement, il y a les sirènes, il y a les bombardements, il y a le feu, etc. Bah oui, les rues se vident, les gens ne vont pas aller Ils vont pas rester là. se balader, faire du shopping, etc. Donc, Après, Ils vont se cacher. ça pourrait être Dunkerque, j'ai envie de dire, dès qu'il y a des bombes, dès qu'il y a la guerre, dès qu'il y a une ville, que ce soit en Syrie ou même à Dunkerque, ça fait le même effet, quoi. Il n'y a plus de vie, il y a des morts, il y a des éclats de bombes, il y a des bâtiments explosés. Que ce soit un bâtiment là-bas ou ici, ça revient au même en fait. La guerre, ça fait le même impact, je veux dire. Ça pourrait être les deux. Justin, ce jour-là, a appris la terreur. Elle ne s'est pas manifestée tout de suite. Après l'explosion de la bombe dans la cour, la surprise l'avait, comme les autres, figé. Puis était venu le soulagement. Une envie de rire pour dire qu'on est vivant et qu'on est malin, drôlement malin, puis fort puisqu'on est vivant. C'est vers la fin de la matinée,
alors qu'un interminable chapelet de bombes s'égrenait dans la direction du port. Chaque explosion semblait plus proche que la précédente, qu'il a tout à coup crié, le corps raidi, le ventre tordu, la tête envahie d'images, de cadavres, de sang, de cervelles éclatées, de bras coupés, d'entrailles fumantes, de maisons effondrées. Car c'est ainsi, bien sûr, que ça va finir, que cela doit finir. Le dernier jour de la ville, le dernier de la rue, est venu. Ils vont tous mourir, écrasés, brûlés, transpercés par les éclats ou les débris. Il est impossible qu'ils s'en sortent. Ils vont mourir, ils vont souffrir. C'est pas forcément un cadavre, c'est pas ça qui choque. Parfois, moi, des images qui étaient très choquantes, c'est pas forcément ça. C'est plus le manque ou des choses comme ça. Par exemple, dans des situations de guerre, il y a des manques. Les gens peuvent se retrouver pendant des semaines sans manger, ou en tout cas pas de pain, par exemple. Quand on réalise ça, quand on doit prendre des photos de ça, c'est beaucoup plus choquant qu'un corps comme ça, je trouve. Donc je comprends très bien ton point de vue. Le drap sur elle, on aurait pu, je sais pas, la retirer de là et l'enterrer normalement, quoi. Non, là, au final, on la laisse là juste avec un droit pour la cacher, quoi. C'est ça qui est dérangeant, je trouve. Moi, ce qui me perturbe, c'est le fait qu'en fait, les soldats qui sont dans le pick-up avec la mitrailleuse lourde derrière, comme ça, qui avance, et juste à côté, ça fait contraste avec la rivière, avec justement un cadavre qui aurait justement pu être une victime, justement, des soldats qui étaient là. Absolument. Ça amène à se poser la question sur la valeur de la vie humaine, par exemple. Est-ce qu'on peut imaginer une scène comme ça à Dunkerque? Non. Mais elle a dû arriver. Oui, c'est sûr. elle a dû arriver, oui. Donc est-ce que vous, en cherchant, en travaillant, est-ce que vous avez imaginé des scènes comme ça? On peut essayer de l'imaginer, mais... Je me suis retrouvé pendant un bombardement à plat ventre, le nez à terre et le général allongé à côté de moi. Je n'avais jamais vu la mort et ma générale d'aussi près. Où est-ce que vous avez trouvé des images? Images, ouais. On a vu des images. Un corps allongé sur la Ouais, plage. on en a vu quelques-uns. Le note de bateau a stoppé là tout près et mis ses chaloupes à la mer. Mais à la rame, fallait y arriver jusque-là. Le bourrasque, lui, n'avait pu mettre les siennes à l'eau. Il penchait de plus en plus, un veillot des soldats sautait par-dessus bord. C'est super. On voit bien la souffrance qu'ils ont endurée pendant la guerre. Les explosions, en mémoire aux soldats qui ont perdu leur vie. Un Anglais tombé, quai des Hollandais, face le numéro 70, Young James, né le 24 janvier 1901, du 30 mai 1940, exhumé et réexhumé dans le cimetière de Dunkerque. Quelqu'un disait sur la vie qui continue. Oui. Ça, c'est vraiment intéressant. Parce que nous, on a tendance à nous dire parfois que je ne sais pas s'il y a un peu trop de pluie ou une tempête ou de la grêle, ou je sais pas quoi, on a l'impression qu'on va plus bouger, certains n'iront pas à l'école, etc. Et là, on voit la vie qui continue. Et je trouve que ça raconte beaucoup de choses sur une ville. Quand une ville continue à faire la fête ou à sortir, et l'être humain est comme ça. Il faut que vous sachiez qu'on est tous comme ça. C'est-à-dire que si on sait qu'à 1 kilomètre, il y a un bombardement, mais que nous, on peut faire la fête ici, on la fera. On est, heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ça serait terrible. Ouais. Mais on est comme ça. On a ce côté de dire, comment dire, on est préservé.
c'est pas encore arrivé jusqu'à nous, eh ben on va en profiter. Jusqu'au dernier moment. Bien sûr, vous allez me dire toutes les recherches que vous avez faites, parce que moi sur Dynamo je connais très peu de choses. C'est vous qui allez me dire tout ce que vous avez appris en choisissant certaines photos et on les regardera ensemble. Là il y a une photo qu'on reproduit pour essayer de refaire exactement la même aujourd'hui, pour voir sur 80 ans ou un peu moins le changement. C'est toujours très intéressant. Et puis là, il y a des photos qui en regardant comme ça vite m'interpellent. Je vais vous passer celle-là. Et on va voir par rapport à ce qu'on disait hier, on va voir des choses qui sont très intéressantes dans cette photo. Donc je la passe comme ça, vous la regardez et on la commente, pas forcément au fur et à mesure, mais quand tout le monde l'aura vue. Vous la regardez, vous faites une idée dessus. Ce qui va pas, ce qui vous amuse ou pas, de quoi elle vous parle cette photo. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? La joie d'entrer au pays. Il y a la joie de rentrer au pays. Il se moque du soldat. Absolument, il y a une moquerie, mais donc on voit bien qu'il y a une attitude alors qu'on sait qu'on est dans une véritable catastrophe. Ouais, Que c'est la débandade, c'est le retour précipité au pays, etc. Beaucoup de ces soldats se sentaient assez humiliés à ce moment-là. Mais quand même, dans l'adversité, dans le malheur, on voit qu'ils rigolent, qu'ils décident de faire un trait d'humour, effectivement, avec un casque sans doute confisqué à un Allemand. On n'imagine pas que ce soit un soldat allemand. Est-ce que ça vous fait penser à une photo en particulier ou pas, de celle qu'on a vue? Avec la chicha. Oui, c'est ce que j'allais dire. Exactement, le soldat avec la chicha, parce que là on voit qu'ils ont un thé aussi. Ils profitent. C'est-à-dire que même à un moment, vous imaginez l'ambiance, vous imaginez la panique, etc. Il y a quelqu'un qui trouve un thé, qui le fait, enfin, il faut faire bouillir de l'eau, etc. C'est quand même assez surréaliste. Deux ans auparavant, vous étiez par exemple dans des souks, et de revenir et de voir ces souks-là complètement détruits, ça vous a fait quelque chose. Et une petite question comme ça qui pourrait peut-être faire le lien entre vous, votre ressenti, et les Dunkerquois à Dynamo, c'est est-ce que à ce moment-là, quand vous êtes retourné là-bas, vous n'avez pas ressenti une haine ou une impuissance? C'est-à-dire qu'à la fois, on apprécie encore mieux ce qu'on a vécu et qui est perdu. On hait les gens qui ont pu faire ça ou pousser cette situation vers l'extrême. On est triste parce que c'est un spectacle désolant, c'est triste. Après, il y a aussi des moments où on est dans l'espoir parce qu'on se dit, les souks par exemple d'Alep, c'est des souks qui ont vécu, je sais plus, 1500 ans, 2000 ans, et qui en ont vu de toutes les couleurs, qui ont vu des invasions, qui ont vu des incendies, qui ont vu des destructions, et qui se sont reconstruits à chaque fois. Donc il y a aussi l'espoir de se dire, bon, moi je les vois aujourd'hui comme ça, mais peut-être que dans 20 ans, des gens les verront autrement. Par exemple, la toute première photo, vous vous souvenez, qui était en Bosnie. Donc en Bosnie, c'était en 94, donc il y a maintenant 25 ans. 25 ans après, la Bosnie, notamment Sarajevo, par exemple, c'est une ville européenne très, très agréable. Où des gens, il y a des festivals, il y a de la musique, il y a du cinéma, etc. Pour ceux qui l'ont connu, c'était le synonyme à l'époque du malheur, entre guillemets. Donc c'est un mélange de pensées différentes. J'ai une photo des souks, là, on va la regarder ensemble. C'est justement ça qui est intéressant, parce que quand les Dunkerquois sont revenus après la guerre, même s'il y avait l'occupation allemande, quand les Dunkerquois sont revenus de la guerre, à Dunkerque, on ne peut pas savoir précisément ce qu'ils ont ressenti, justement, on peut faire le lien avec ce que vous avez ressenti, c'est à peu près pareil.
On en a parlé effectivement hier dans les similitudes, parce que effectivement, quand il y a une zone, quand il y a la guerre qui arrive quelque part, forcément, l'un des premiers réflexes, c'est de partir, de prendre les siens et de partir, d'aller dans une zone plus calme. Donc c'était le cas en 40. C'est le cas aujourd'hui en Syrie ou en Afghanistan ou dans des pays affectés par la guerre. Effectivement, l'Internet ou les réseaux sociaux ou le fait de pouvoir tout filmer tout le temps nous donne aujourd'hui plus accès à tout ça, à cette information. On sait très bien comment ça se passe, on sait par où ils passent, et on sait eux-mêmes, dès qu'ils arrivent quelque part, ils chargent leur portable parce que c'est les portables qui leur donnent aussi des informations sur le déplacement, quel endroit est meilleur que tel autre, quel poste frontière il faut éviter, etc., etc. Donc forcément, on a beaucoup plus de traces et de témoignages de tout ça qu'en 40. Après, humainement parlant, c'est les mêmes tragédies. C'est des gens qui, en quelques minutes ou en quelques heures, doivent tout quitter et ne savent pas s'ils reviendront une semaine après ou jamais. J'ai cru comprendre que dans votre famille, vous avez vécu ça. Oui, ils ont vécu ça, oui. Ouais. Je ne sais plus qui parlait tout à l'heure, il y a de moins en moins de traces de ces gens parce qu'ils sont en train de disparaître progressivement, et c'est vrai que cet effort de mémoire est important pour savoir ce qu'ils ont vécu. On croise les doigts, mais il ne suffit pas de croiser les doigts. Mais c'est vrai que votre question est très importante, parce que c'est vrai que pour vous aussi, c'est bien de voir que 40, c'était il y a 80 ans, mais qu'on est aujourd'hui encore dans des guerres. Même si on a la chance de vivre en paix, même si on a la chance d'aller faire de la musique, écouter un concert, se balader, etc. Mais c'est là, c'est quelque part là, il faut faire attention. C'est pas si lointain. Voilà. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, tu as de la chance de faire, ou tu vas faire des études dans l'environnement, dans des choses qui te plaisent. Ça, c'est déjà une chance sublime, hein, extraordinaire. Ouais. Donc après, tu trouveras un métier qui te correspond aussi là-dedans. Maintenant que la vie est dure, oui, elle l'est, en général elle est injuste, elle est terrible. Mais c'est vrai que par rapport à nous, ce dont on parle pendant ces 2 jours, il faut aussi pouvoir regarder le plus et le moins. Vous avez dû être choqué, non, des fois? Oh, moi, déjà, je vois la photo, je me sens pas bien. Ouais. Ça fait mal au cœur, non? Ou... Bah si. Vous avez pas... C'est quoi votre ressenti quand vous... Ah non, j'aimerais bien savoir... C'est vrai, poser des questions. Non, mais j'aimerais bien savoir votre ressenti par rapport à des scènes comme ça, par rapport à quand vous prenez la photo. Quand je prends la photo, je me dis il faut surtout témoigner, avant tout. Je suis là pour ça.